Kim Rex, qui malheureusement est décédé là, il y a 2 ans. Donc, pour parler de Michel tout particulièrement, c'est un passionné, déjà par nature, mais c'est un passionné de recherche et aussi bien dans la recherche clinique que actuellement dans la recherche fondamentale. Donc, il a l'âme d'un chercheur. Il a beaucoup travaillé sur la recherche clinique et actuellement, de ce que j'en sais, donc il s'est plutôt lancé dans la recherche fondamentale. Il a été le créateur, ou en tout cas un des initiateurs de DINHOME, euh, qui est, avec toute une équipe de chercheurs, un groupe qui a essayé de mettre au point et qui essaie de mettre au point des méthodes validées d'analyse discriminante des signaux de la résonance magnétique nucléaire des solutions homéopathiques. Tout ça complété par des analyses électrophotoniques. C'est très compliqué tout ça, mais il va nous le simplifier. Et tout ça en rapport avec une recherche sur les nanoparticules dans les dilutions homéopathiques. Je ne vais pas m'attarder plus. Je pense qu'il se présentera aussi tout seul et je lui cède la parole. Merci Philippe. Vous m'entendez? On t'entend très bien. Ok, parfait alors, je vais déjà partager mon écran. S'il y a moyen, voilà, ici. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, oui. Ok, j'essaie de la faire en diaporama. Voilà. Comme ça, vous la voyez mieux. Donc, en fait, Philippe m'a demandé de parler de Dinome. Mais Dinome, dynamisation homéopathique. Vous venez d'avoir toute une matinée sur de la clinique, ce qui était de fait passionnant, comme plusieurs l'ont dit. Mais la question fondamentale, c'est de se dire, cette clinique, elle est réelle puisque c'est une expérience de centaines d'années, mais comment est-ce possible? Et en fait, ça, c'est la question fondamentale à laquelle Dinome a été confronté depuis le début. Alors, je vais faire 3 parties dans cet exposé. D'abord, vous présenter le travail de Dinome particulièrement, de manière simplifiée, comme l'a demandé vous l'avez demandé tous, donc pas avec des mots trop compliqués. Et deuxièmement, voir l'application que l'on a avec ça au niveau d'autres équipes qui travaillent aussi sur le même problème et généraliser à la fin sous la question, finalement, est-ce un placebo ou n'est-ce pas un placebo? Donc ça, c'est, je pense, la question à laquelle tout le monde se pose, puisque l'homéopathie est controversée, mais uniquement parce qu'on fait des hautes dilutions. Vous avez entendu parler qu'il n'utilise pas que des hautes dilutions. Enfin bon, c'est là-dessus qu'elle est controversée. Et on dit bien plus rien dedans. Et certains homéopathes sont d'ailleurs aussi du même avis. On parle d'immatérialité. Immatérialité et de matérialité. Alors, est-ce qu'on peut clarifier cette question? Ça, c'était vraiment le challenge que l'on avait pris en commençant avec les techniques modernes qui existent. Alors ici, vous avez un tout petit historique, je ne vais pas le passer en détail. Enfin, on a commencé en 2014, donc ce n'est pas si vieux que ça, puisqu'on est en 22, donc vous voyez que ce n'est pas très loin. On a commencé par un colloque qui a permis de financer le point de départ, et on a commencé avec le professeur Henry de Strasbourg à dire qu'est-ce qu'on va faire comme programme. Et on a de fait décidé de commencer par reproduire des travaux déjà faits sur la résonance magnétique nucléaire, donc par Jean-Louis Demonja et d'autres équipes. Et on s'est dit, on va voir si nous aussi, on a les mêmes résultats. Mais on a ajouté un petit quelque chose, c'est qu'on a quand même regardé déjà la matière avec l'université. Alors, on a ajouté après ça la recherche des nanoparticules et on a commencé à publier en 2016. On a pu finalement ouvrir un laboratoire, mais c'est récent, parce que c'est 2020, parce qu'on a eu les moyens financiers qui nous ont été avancés. Et donc, on a maintenant plusieurs publications à notre actif déjà sur cet élément-là. Comme l'émission est enregistrée, vous pouvez tout lire en détail si vous voulez. Voilà la démarche complète. Donc, en fait, on part de la résonance magnétique nucléaire. On va regarder la matérialité dedans en chromatoscopie, tout simplement, la technique tout à fait classique. On va regarder les nanoparticules avec le nano-tracking analysis.
Alors après ça, c'était l'idée des universitaires. On a dit, mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas essayer de... Vous voyez les particules, est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'extraire? Donc lyophilisation, on enlève l'eau, on garde ce qui reste. S'il reste quelque chose, et il reste bien quelque chose, on va le regarder en microscopie électronique. Ce sont des machines qui coûtent 600 000 €, donc ce n'est pas accessible pour nous, mais on a l'accès par l'université, qui est très ouverte en Belgique en tout cas, et on va regarder la composition. Et en fait, ça, c'est les DX. À partir de là, on dit, ben, on trouve quelque chose, voyons plus loin en spectroscopie ce que ça peut donner. Et le but est d'arriver à une explication pharmacologique qui va rejoindre la fameuse clinique que vous avez entendue ce matin, parce que si vous n'avez pas cette phase primaire, on va continuer, c'est ce que j'ai entendu dans les dizaines d'années que j'ai défendu l'homéopathie, c'était chaque fois le même discours. Tout ce que vous me dites, c'est pas possible parce qu'il n'y a rien dedans. Donc, je pense que ça, il faut pas de mettre à la poubelle et je crois qu'aujourd'hui, on peut le faire, déjà. Alors, voilà l'équipe. Donc, il y a une pharmacienne, bien entendu, qui nous fait toutes nos préparations. Nous les faisons dans notre propre laboratoire de façon à avoir une standardisation totale. Ce n'est pas du tout qu'on rejette des laboratoires extérieurs, mais on veut à tout prix que ce soit standardisé. Et on a plusieurs universités qui sont représentées ici par les différents personnages qui sont là. Et on a même Pierre Dorfman, qui est un ancien de l'ISOS, qui est pensionné, mais qui fait nos statistiques pour le moment. Et nous avons aussi les adviseurs. Donc, ils sont toujours le professeur Henry, mais aussi Jean-Louis Demanja et le professeur Texera, qui vient critiquer, mais de manière positive, hein, mais ce qu'on fait pour être sûr de ne pas se lancer dans n'importe quoi. Alors, je vais être très court sur la résonance magnétique nucléaire, même si Philippe en a dit que c'était un élément important. Alors, pourquoi je suis assez court, mais vous allez voir pourquoi tout de suite dans la diapositive suivante. Donc, en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, en ayant fait ça de manière formelle et indiscutable, c'est que les remèdes ont une signature spécifique dans leur solution liquide. Et on peut discriminer des produits entre eux, mais aussi s'ils ont été dynamisés ou non dynamisés. Et ceci par différentes méthodes statistiques. On a fait 2 publications là-dessus, avec des contrôles multiples, avec des lignes de fabrication différentes. Donc, on a fait au moins 6 lignes de fabrication chaque coup. Donc, c'est du dur, c'est du solide, c'est une base de données vraiment importante. Et donc, on ne peut pas considérer un remède homéopathique comme étant de l'eau pure. Celui qui dit ça, il est complètement à côté de la réalité scientifique démontrée et publiée. Alors, on a commencé à appeler ça la pharmacie dynamique, de façon quand même à insister sur l'importance de la dynamisation. On sait que la présence d'oxygène dans les solutions, ça on le savait déjà par Jean-Louis, est plutôt un contaminant qui nous empêche de bien voir le signal, mais ce n'est pas là le signal, en tout cas, ce n'est pas l'oxygène. Alors, ceci est vérifié, confirmé et publié par plusieurs équipes, donc nous ne sommes qu'une des équipes qui a ajouté, et si vous voulez en savoir la totalité, vous regardez dans le Journal of Molecular Liquids, c'est un journal conventionnel. La dernière publication de Jean-Louis Demanja du mois d'août 2020, donc c'est tout récent, et elle est malheureusement payante si vous voulez la télécharger, elle n'est pas gratuite, parce que c'est une revue traditionnelle payante. Et en fait, il a repris toutes les données de toutes les équipes qui ont travaillé là-dessus dans le monde, les données brutes, il les a réanalysées et il arrive aux conclusions spécifiques, c'est que l'on a de fait un ralentissement de l'alignement de l'eau, entre guillemets, ou de l'eau et de ce qu'elle contient, lorsqu'elle est soumise à un champ magnétique. Et il faut plus de temps aussi pour qu'elle revienne au repos lorsque le champ magnétique est arrêté. Donc, il y a quelque chose dans cette solution qui est particulière et qui est spécifique du produit de départ ou du fait qu'on est dynamisé ou pas dynamisé. Ça, c'est des conclusions qu'on ne peut pas réfuter. Mais d'où vient ce phénomène? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose dedans ou est-ce que c'est parce que l'eau est différente ou les deux? Et ça, c'était la question qui se pose. Vous allez voir que nous avons travaillé étape par étape. Chaque fois qu'on a un résultat, ça pose une nouvelle question. C'est ça la science. C'est ça qui est passionnant d'ailleurs, comme l'a dit Philippe tout à l'heure. Alors, l'étape suivante, c'est la chromatographie liquide. Donc, en colonne liquide, c'est tout à fait classique. Donc, nous allons à partir de là regarder les substances à partir de la teinture mère. Ici, nous allons évoluer en décimale, tout simplement parce que
comme ça la dilution est moins rapide, et on va regarder ce que l'on peut voir là-dedans. Et qu'est-ce qu'on voit dans gelsemium, par exemple? Vous avez des marqueurs spécifiques de gelsemium que vous connaissez, la gelsémine, bien entendu, et la sempervirine, les deux composants. Ça donne deux pics en chromatographie. Et lorsque vous les regardez, vous voyez ces pics diminuer au fur et à mesure. Donc, teinture mère, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D. On peut les quantifier à partir de la 6D. Vous voyez les petits pics encore présents, mais ils sont tellement peu clairs que vous ne pouvez plus les quantifier. Et à la 7D, vous ne voyez plus de gelsémine, vous ne voyez plus de sempervirine. Donc, le produit souche a disparu, ce qui veut dire que lorsque vous arrivez à 8D, vous êtes certain qu'il n'y a plus non plus d'effet de la chimie, donc d'effet de moléculaire classique, et ce qui fait que de modifier les procédures d'enregistrement des médicaments myopathiques à partir de VDH ou 4CH, il ne faut plus démontrer qu'un produit est toxique ou pas toxique. En fait, il est considéré comme non toxique. Alors que dans le temps, ils étaient à 12 CH, le fameux Avogadro. Maintenant, il y a une répercussion politique. Donc, vous voyez que la recherche fondamentale, ce n'est pas seulement intéressant pour nous, c'est aussi intéressant politiquement, puisque ça fait modifier des applications de loi, entre autres, ça s'est fait en Belgique, j'espère que tous les pays suivront, parce que ceci est publié. Et on va continuer à le publier pour d'autres substances, bien entendu. Puisqu'on a quelque chose qui a changé dans les solutions, il faut les regarder. Alors là, il y a une technique particulière qui est, en fait, ici, vous voyez une pompe. Dans cette pompe, on met une seringue à insuline, qui est une seringue de 1 millilitre, dans laquelle on met la solution homéopathique, et la pompe va injecter ça dans le système, qui va passer devant une caméra, un microscope, qui est un microscope, qui va regarder ce qui passe dedans. Donc, si c'est de l'eau pure, il n'y aurait rien, et s'il y a autre chose, ben, on va le voir. Lorsque ça passe, on peut calculer la quantité de ce qui passe et aussi leur grandeur, donc la taille. Alors, petites illustrations, simplement parce que c'est agréable à montrer ça, c'est vraiment spécifique d'Argentum metallicum. C'est là qu'on a des images remarquables, ce qui veut déjà dire que vous n'avez pas les mêmes images suivant les composants qui passent. Et vous voyez entre autres ici en dessous à la 12CH, donc on est au-dessus d'Avogadro, que vous avez des petites chaînes, donc des particules qui se lient l'une à l'autre électriquement. Cette petite qui est ici, que vous allez voir tout à l'heure en dynamique, elle va dépasser les autres parce qu'elle est plus légère, elle n'est pas attachée, elle ne peut pas astreindre, elle va donc passer à côté. Mais qu'est-ce que ça veut déjà dire? C'est que celle-ci n'a pas la même charge électrique puisqu'elle ne s'attache pas, elle n'est pas attirée par la chaîne à côté. Alors, vous avez des petites particules ici, il y en a 3, qui tournent en rond, qui s'amusent entre elles. C'est très marrant à regarder pour ce genre de présentation. Alors, je vous présente ici Cuprom 4CH. Donc, c'est du 4CH. C'est la première dilution que l'on peut mettre en liquide, puisque le cuivre est insoluble, il est d'abord trituré. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez ce que l'on voit sur notre écran. Toutes ces images sont enregistrées. Nous avons des gigas de données de ce type-là. Vous voyez des particules de différentes tailles, de différentes vitesses, parce que leur poids n'est pas le même. Et vous voyez que la majorité sont des petites particules qui passent. Les plus petites, plus grises ici, sont des particules en dessous de 100 nanomètres. Les autres sont plus que 100 nanomètres. Donc voilà. Si je regardais maintenant un produit le même, mais non dynamisé, donc on n'a pas vraiment trituré, on l'a mis dans le sucre, on l'a mélangé, et on a fait le même processus, mais sans dynamiser le 4CH, donc on ne fait pas un 4CH, c'est un 10-8. Voilà ce que vous obtenez. Donc vous obtenez aussi des petites particules, mais aussi ce qu'on a appelé, nous, sympathiquement, des mammouths qui vont passer. Ce sont des espèces d'agglomérats, donc on ne sait pas très bien ce que c'est d'ailleurs. Il n'y a en tout cas plus du tout d'harmonisation des images. En fait, vous n'avez pas une unité dans les images. On a perdu cet aspect coordonné qu'on avait trouvé et vu tout à l'heure. Alors ça, c'est juste pour une petite illustration parce que c'est tout récent, ça date d'il y a quelques semaines. On a regardé Nigella Sativa, qui est un laboratoire nous a demandé
d'analyser 5CH et vous voyez que l'on trouve 854 millions de particules par millilitre qui sont côté là. Or, pourtant, cette 5CH est encore diluée 1 sur 10 parce qu'elle est à 93% d'alcool et l'appareil ne supporte pas l'alcool, donc on a dû diluer, il le supporte un petit peu, mais pas trop. Et donc, il y a 10 fois plus de particules dans le produit en réalité. Et lorsqu'on fait une 6CH à partir de là, il vous reste toujours 26,6 millions de particules par millilitre. Donc, on est vraiment très élevé. Et c'est une petite illustration pour montrer que c'est vraiment particulier d'un produit à l'autre. Alors ça, c'est les résultats mathématiques cette fois-ci. Je vous ai dit, on va calculer les tailles et le nombre. Ça, c'est un résumé de 6 lignes de fabrication. À gauche, de lactose, à droite, de cuprum, trans-T. Donc, nous sommes en 30CH. Qu'est-ce qui est particulier? C'est que dans cette colonne-ci, de ce côté-ci, vous voyez surtout des particules en dessous de 100 nanomètres. Et là, vous voyez que ça s'étale beaucoup plus. Vous avez toute une série de particules bien plus grosses dans le produit qui est un produit véritable, qui n'est pas le simple solvant. Donc, le produit, ce n'est pas du solvant. Alors que le lactose, au départ, est important, mais en fait, ce n'est pas lui qui donne l'image que nous avons. Ça, c'est une première constatation. Ça a été publié et en fait, on peut voir vraiment la différence lorsqu'on calcule la distribution de ces tailles de particules et leur nombre entre un produit, si c'est le cuivre, simplement dilué, le lactose qui est dynamisé et le cuivre dynamisé. Ceci est mathématiquement significatif, sauf dans les petites dynamisations. Là, vous ne voyez pas de différence. Vraisemblablement parce qu'il reste du lactose qui reste traîné. Lorsque celui-ci va disparaître, en fait, la différence va devenir de plus en plus nette et mathématiquement tout à fait solide. Donc, ça, c'est les résultats publiés déjà. Puisqu'on voit des particules, il y en a pour l'instant toute une série de produits, bien entendu, j'essaye d'être le plus court possible, tout en restant compréhensible, j'espère, mais donc le but, il est là, c'est d'être le plus court possible. Ici, vous avez des lyophilisations. Donc, vous vous souvenez peut-être de vos cours, qu'est-ce que c'est la lyophilisation. Donc, on a surgelé notre solution à moins 40 dans un surgélateur de laboratoire. On a de la glace. Cette glace va être mise dans les lyophilisateur qui va descendre à moins 90 degrés Celsius. On va descendre la pression à 0,1 bar, donc extrêmement basse. Dans ce cas-là, l'eau ne va pas se liquéfier. Elle va en fait s'éliminer en forme de gaz hors de la substance et ceci permet de ne pas casser les structures matérielles qui sont dedans. Si on faisait une phase où on va distiller, par exemple, vous allez être chauffé, vous allez tout casser. Ici, on ne casse rien du tout et on a des produits qui restent. On l'aperçoit un petit peu sur le côté, la photo n'est pas parfaite, mais on reste un petit peu avec de la matière. Voici les quantités que nous trouvons. Dans le lactose, on est pratiquement dans des quantités moyennes qui sont limites, c'est-à-dire on est presque à zéro, on n'est pas à zéro, mais presque 16 microgrammes par gramme, ce n'est pas grand-chose. Là où on a le plus, eh bien, c'est dans le solvant d'eau pure, ce qui va vous surprendre. Pourquoi est-ce que le solvant eau pure va nous donner tant de particules? La silicée en a un peu plus, mais quand même, c'est très élevé. C'est simplement parce que l'eau est vraiment pure et qu'elle va agresser le verre. Donc, c'est la seule explication qu'on peut vous donner, c'est qu'il y a un rôle du verre aussi et de l'eau pure qui est utilisée, qui a une agressivité qui va arracher des éléments au verre. Vous voyez, les autres sont assez comparables au niveau quantité. Ce qui est surtout important aussi, c'est de retenir la liste de remèdes qui sont là. Ces remèdes sont terminés, sont prêts à être publiés à un moment donné, mais on n'a pas encore publié tous les résultats, mais on a chaque fois les contrôles simplement dilués et dynamisés. Puisqu'on a cette matière, on peut l'analyser. C'est une matière sèche, donc nous allons la regarder au microscope, microscopie électronique, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Et donc, ceci donne des images qui peuvent être intéressantes. Et on va essayer de comparer le cuivre et la silice. Donc, je vous ai montré les quantités qu'il y avait dans les deux. Il y en a plus dans la silice. Au début, nous sommes dans des triturations. C'est de la matière sèche par définition. À partir d'ici, nous allons partir dans des solutions, mais qui ont été lyophilisées. Et vous voyez apparaître tout doucement des structures qui vont se différencier. À droite, donc le silicéat,
Et à partir de cette 5CH, vous voyez que vous pouvez différencier visuellement, simplement en regardant votre image, vous voyez qu'il y a quelque chose qui a changé. La structure est beaucoup plus fine et élaborée dans le CDCA que dans le cuprum, qui reste des petits blocs comme ça, un peu particuliers. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais voilà ce que vous voyez. Et en fait, on voit ça pour toutes les substances et chaque fois, les images peuvent être différenciées. Ce petit film se trouve sur YouTube, nous allons passer à Avogadro là, et nous continuons. Nous gardons les mêmes quantités de matière de 1 CH jusqu'à 30 CH. Pas de diminution, pas de déconcentration dans les quantités de matière. Elles restent les mêmes. Donc, je vais vous passer à la filière suivante pour gagner du temps. Vous avez après ça la possibilité de dire j'ai de la matière, qu'est-ce que c'est que cette matière? Alors, pour ça, on peut utiliser le EDX qui est en fait un rayon X que l'on va appliquer sur les particules que l'on a vues et qui va donc permettre de voir les électrons des réseaux périphériques de chaque atome et permettre de différencier donc la matière. Et nous avons ainsi les différentes matières. Principalement, c'est composé de quoi? De carbone, d'oxygène et de sodium. Ça, c'est les trois grandes parties. Ça, c'est ce qu'on voit quand on a ça. On voit aussi du magnésium, on voit aussi de la silice, dans tous les produits d'ailleurs, et du calcium. Alors, lorsque les erreurs sont trop importantes, il s'agit de dosage relatif, c'est-à-dire que c'est des pourcentages, donc c'est toujours interprétatif et il faut interpréter ces données en fonction du poids de la matière du départ et de chaque oligo-élément, bien entendu, de chaque élément ion qui sont dedans. Ça, c'était du lactose 3CH, ça, c'est le cuprum 3CH. Les chiffres ne sont pas les mêmes et ça peut vous paraître assez proche. En fait, ce ne l'est pas du tout lorsque vous regardez ça en fonction du poids de la matière observée. Ce qui veut dire qu'on est maintenant certain, parce qu'on a maintenant accumulé les CMEDX pour toutes les substances que je vous ai parlé tout à l'heure, et on a vraiment une spécificité de composition atomique de ces différentes substances. Différentes substances, mais aussi des contrôles. Je vous ai dit l'eau a beaucoup de la matière, on a aussi une différence dans la composition. Donc, il y a une matérialité, mais qu'est-ce que c'est que cette matérialité? Ça, c'était la question qui se pose après. Donc, le professeur d'université, le professeur Nisten, ici à l'université Louvain-la-Neuve, qui est à 8 km d'ici, je suis au laboratoire là, pour l'instant, en fait, nous a dit, mais pourquoi n'utilisez pas la spectroscopie infrarouge? Ça doit nous permettre de voir ce qui se passe. On plonge en fait une électrode qui est un métal noble dedans et on va passer de l'infrarouge et regarder ce que c'est. En fait, ça va analyser sur une grandeur de 1 micron. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas énormément de matière pour savoir ce que c'est. Et à partir de là, voilà le profil que l'on obtient. Alors, ce profil nous a surpris parce que qui s'attendait à ça? Alors, je vous dis tout de suite, vous trouvez le même profil pour toutes les substances. Donc, ce n'est pas un profil spécifique d'une substance, mais les quantités vont varier d'une substance à l'autre. Et c'est surtout du bicarbonate de soude, le bon vieux bicarbonate qui est si bon quand on a des brûlures d'estomac, etc. Mais c'est du bicarbonate de soude. En fait, il y a des carbonates et des bicarbonates. En vert, vous avez les carbonates et en bleu, vous avez le bicarbonate de soude. Et c'est vraiment particulier et typique. En Inde, ils ont surtout travaillé sur le lien ici, CO, qui est là présent, mais en fait, ça fait partie du bicarbonate finalement. Alors, ce qui est plus important, c'est de se dire, bon, mais alors, c'est partout la même chose, dans tous les contrôles, etc. Alors, l'étude est en cours, elle devrait être finie fin du mois. Toutes les souches que vous avez vues tout à l'heure ont été analysées, et voilà ce que l'on obtient lorsqu'on a fait un premier essai. C'est un premier essai qui est, on a reçu les résultats à l'avance. Et donc, en fait, nous avons pris des 9 CH, des 24 CH, des 10-18, 10-48, donc non dynamisés, de toutes les médecines et des contrôles. En fait, vous n'avez que des numéros, il ne faut pas décoder ici. Mais lorsque vous voyez une colonne comme ça, vous vous dites, ah, ça c'est le CO, dont on a parlé tout à l'heure, le COH. Et vous voyez ici le bicarbonate. Et le bicarbonate, eh bien, il y a une différence de quantité. Et la quantité se mesure à la surface en dessous. Et vous avez une différence dans le bicarbonate, vous pouvez l'étudier là ou là, mais aussi dans les carbonates. Donc, ce qui veut dire quoi?
que le support matériel qui est présent dans la solution homéopathique est de quantité variable en fonction de la souche, de la dynamisation ou du fait que c'est un solvant ou pas. Donc, on a vraiment une particularisation qui est faite au niveau de ce que nous appelons le support de l'information homéopathique. Ça, c'est nouveau, ça sera publié, j'espère, bientôt, mais publication, il faut 4 à 5 mois pour qu'elle soit acceptée, donc ça prendra du temps. L'université travaille surtout sur les mesures de quantité pour l'instant. Le résultat final nous est promis fin de ce mois, donc c'est proche. À partir de là, puisque j'ai dit bicarbonate, qui est une particule qui peut être chargée électriquement, nous avons dit nous allons regarder le pH. Le pH a l'avantage, c'est que là, jusqu'à présent, nous avons dû travailler sur des solutions aqueuses, qui n'est pas tout à fait la réalité de tous les produits. Ils sont hydroalcooliques, et donc l'alcool, nous ne pouvions pas l'utiliser avec ces techniques, mais ici, on peut le faire. Et lorsqu'on analyse le pH d'une solution hydroalcoolique, ici c'est du cuprum et du lactose en 30% d'alcool, 3 lignes de fabrication. Vous avez l'alcool, c'est en jaune, et mesuré ici en dessous, donc c'est bien nettement différent. Mais vous ne pouvez rien différencier. Vous dites, mais c'est tous la même chose. Donc la charge électrique est la même. Ça, c'était la première conséquence qui était pour nous un peu décevante, mais c'était comme ça. Puis on s'est rendu compte de quelque chose d'important, c'est que si vous dynamisez, et ici nous avons pris du gelsemium, mais nous avons fait 6 lignes de fabrication, et nous mesurons sans dynamiser, c'est le bleu. En jaune, nous allons dynamiser à la main 10 fois. En rouge, nous allons dynamiser à la machine 100 fois, et en vert, à la main 100 fois. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence statistique entre les dynamisations, mais qu'il y en a une lorsque nous dynamisons par rapport à ce qu'on ne dynamise pas. Donc, si vous voulez voir l'information dans une préparation alcoolique, vous devez dynamiser. Donc, c'est important pour les pharmaciens, c'est qu'avant d'imprégner un granulé, dynamisez, parce que sinon, vous risquez d'avoir un granulé qui est imprégné de manière pas conforme, en tout cas. Et donc, en fait, ce sont des lignes intéressantes à faire et ce sont des petites études qui ne sont pas relevantes, mais relevantes uniquement pour l'alcool. L'autre, c'était 60% d'alcool, ici c'est 30%, et la différence est toujours là, significative, mais moins nette. Donc, au moins d'alcool il y a, au moins on voit des différences. Par contre, voilà, c'est pas publié ceci, mais en fait, on peut voir la différence entre le pH simplement de gelsemium et de son solvant pur. Il y a une différence qui est mesurable et calculable. C'était une petite anecdote. Le pH n'est pas l'élément très intéressant, je pense. Mais on va aller un petit peu plus loin, et ça, c'est en cours. Pour l'instant, c'est nouveau. À partir de là, puisqu'on a une composition qui est particulière, on voudrait savoir un peu plus de détails. Alors, on peut toujours faire une spectroscopie, mais cette fois-ci avec un rayon laser et non plus avec de l'infrarouge. C'est beaucoup plus énergétique. Bon, nous avons une machine de 200 000 €, mais ce n'est pas grave. On l'a à disposition à l'université. Le professeur est enthousiaste par rapport à ce qu'il voit. Et en fait, on va permettre de voir plus en détail ce qui se passe, mais on va surtout rejoindre ce qui est, je pense, dans le film qui va suivre, le côté de l'aspect quantique de ce qui se passe derrière tout ça. Je ne viens pas donc sur le Raman laser, ça viendra plus tard. Si un jour vous m'auriez invité, j'aurai peut-être les résultats. Mais on va passer à l'analyse électrophotonique dont a parlé Philippe tout à l'heure. Alors ça, ce n'est pas publié. Pourquoi? Parce que la méthode n'est pas validée et que donc nous ne publions rien si ce n'est pas validé. Mais je vous les montre quand même parce que c'est hyper intéressant. On a loué le laboratoire pendant une semaine en France. C'est une machine qui est unique, il n'y en a qu'une en France. Dans le monde d'ailleurs, mais elle est en France. Et donc, ça nous a permis de faire ceci. Donc, en cours, on va faire de la solution, de la goutte de la solution ou des granulés. Et je vais surtout prendre le granulé. On va mettre une électrode qui est pointée sur le granulé et la base étant l'autre électrode. En fait, on va mettre 12 000 volts dessus, ce qui va exciter tous les électrons autour et périphérie du granulé. Lorsque vous arrêtez, les électrons retournent à leur stade de repos, et c'est-à-dire qu'ils émettent de la lumière. Cette lumière, est-ce qu'elle a quelque chose de particulier? Voilà un granulé
qui est pur, donc il n'y a rien dedans, hein, c'est un granulé. Vous ne pouvez pas la différencier en fait en faisant ça. Donc, lorsqu'il n'y a rien dedans, ou simplement le solvant, voilà, c'est pour ça que pour nous c'est important. Donc, ce qui est important, c'est de bien garder cette information dans le granulé, et elle est présente puisque l'émission lumineuse a une structure différente. Donc, de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, on peut dire ceci, c'est que le produit homéopathique, il n'est pas vide, on ne peut plus dire que c'est de l'eau pure. Il y a une interaction spécifique qui existe entre le solvant, le flacon et l'air, et je vais vous expliquer pourquoi l'air, parce que vous n'auriez pas de carbonate ni de bicarbonate s'il n'y avait pas du CO2 au-dessus lorsque vous préparez, et surtout quand vous dynamisez. Et donc, vous avez une structuration de ce solvant avec une composition particulière et qui donne une polarité particulière. Alors là, c'est important parce que les structures bicarbonates sont des bipolaires, comme l'eau, comme l'alcool. Ce sont des structures bipolaires. Et la polarité semble être l'information qui existe dans nos solutions. Donc tout est là. Et là, on va rejoindre l'hypothèse que l'on a actuellement, donc l'hypothèse qui est unique. Je pense que nous sommes les seuls à l'avoir émise à ce jour. Donc le bicarbonate, son hypothèse. Alors, le bicarbonate est très, très, très spécial. Ici, vous avez une courbe qui montre les changements qui se passent entre la réaction de ce bicarbonate et l'eau. L'eau fait vraiment partie intégrante, et ceci jusqu'à 37 degrés, comme par hasard. Là, on va perdre de l'eau de plus en plus pour arriver finalement à un carbonate de soude à la fin. Mais là, on est dans les hautes températures, on n'est plus dans le vivant. Donc ici, on est dans le vivant. Et donc, c'est vraiment la particularité. Alors, c'est très particulier parce que l'eau fait partie de cette structure-là. C'est ce que ça vous montre ici. Donc, vous avez le sodium, il est ici, ça c'est du carbone en gris ou en noir dans la figure à côté. Et ici, vous avez les molécules d'oxygène. Et là, vous avez des molécules d'eau. Donc, la majorité du temps, on est avec 10 molécules d'eau et vous avez une structure pareille. C'est une structure qui est multipliable, mais qui va toujours avoir une polarité, suivant la polarité qui est donnée dès le départ par la souche dans la solution. Alors, pour confirmer ce que je vous dis, je vous présente de manière très brève le travail de Stephen Cartwright. Donc, c'est un professeur à Londres qui travaille sur les colorants, en fait, des substances qui permettent de vérifier la polarité de substances en les mettant dans des solutions, et le colorimètre va nous dire quelle est la polarité que l'on a. Ça, c'est le travail qu'il a fait. Et là, il parvient aussi à différencier les substances rien que sur cette polarité. Donc, la polarité est bien la clé. Et donc, en résumé de cette diaci, en mettant en contact à une substance qui est bien sûr aussi polarisée, toutes les substances, même complexes d'une plante, par exemple, vont donner une polarité globale finalement, va induire en fait une polarité particulière qui va se maintenir tout le long de la fabrication si vous dynamisez. Et le bicarbonate de soude est vraisemblablement le porteur de cette information. Et sans bicarbonate de soude, cette information va se perdre. Donc, il est important qu'il y ait quand même une matérialité qui n'est plus la substance de départ, mais qui est des carbonates et des bicarbonates. Donc ça, je vais passer, c'est les conclusions de Stephen, mais c'est un peu compliqué à expliquer ça. Donc, j'en reviens à ce qu'on a dit dès le départ. Pour nous, on peut dire que le remède homéopathique dynamisé fait bien partie de la pharmacologie dynamique. Il s'agit d'un système polarisé, et donc la stabilité est due à ce qu'il y ait dedans, donc le côté chimique, mais aussi un élément de physique qui est physique et électrique, parce que c'est cette polarité qui est importante. Et donc, en fait, c'est là qu'il faudra travailler plus à l'avenir. C'est ce qu'on compte faire. Alors, je vais essayer de vous expliquer simplement ce que je viens de vous montrer d'une manière analogique. Vous vous souvenez tous, enfin non, pas tous, il y a peut-être des plus jeunes là entre vous, mais les plus anciens connaissent encore les cassettes avec lesquelles on écoutait de la musique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une cassette? Eh bien, c'est un support de polyéthylène sur lequel on met des particules magnétiques que l'on colle, et là-dessus, vous allez moduler le son que vous allez y mettre. Eh bien, nous avons de l'eau pure au départ,
Et nous allons y ajouter quoi? En fait, du CO2 de l'air, du sodium qui vient du verre, et vous faites des bicarbonates, et ça donne une structure. Et cette structure dans l'eau est porteuse d'informations possibles. Ça, c'est le principe de la physique quantique, des domaines de cohérence, comme le dit très bien le professeur Henry, qui est occupé d'écrire un livre de vulgarisation là-dessus. Alors, voilà donc le signal analogue de la musique, et vous pouvez l'entendre lorsque vous êtes capable de l'entendre, c'est-à-dire que vous êtes un être humain. Également, entendre l'information de la substance de départ, nous l'avons montré avec plusieurs équipes en résonance magnétique, et nous avons un problème-là, c'est que le seul problème de ce problème-là, c'est que le tape, il n'est pas très stable. Et en fait, on a une stabilité limitée. Si vous avez des vieilles cassettes et que vous essayez de les réécouter, vous allez voir que le son est détérioré. D'où on est passé au compact disque. En homéopathie, on fait ça depuis bien longtemps. On a oublié de garder les informations aqueuses pures et on les imprègne sur des granulés parce que c'est beaucoup plus stable. Et donc, c'est ça qui est l'élément que vous pouvez mettre en analogie, si on veut, entre les deux. Donc, on a une pharmacologie de préparation dynamique qui donne une médecine informationnelle, mais il y a une matérialité et une information. Il y a les deux. Alors, où est-ce qu'on en est? Pour élargir le sujet maintenant, est-ce que c'est possible, ce que je viens de vous dire? Eh bien, en fait, vous avez les proving et la clinique, vous avez appelé tout à l'heure, les proving, je n'ai pas entendu en détail, je pense jusqu'ici, mais vous les connaissez tous. Et vous avez les travaux de Belavit, principalement, mais il y a d'autres équipes qui l'ont fait, qui ont fait passer simplement les solutions homéopathiques sur des gènes multiples et qui permettent de vérifier s'il y a un effet. On fait ça pour l'allopathie aussi, pour savoir quels gènes réagissent. On est en épigénique, on ne change pas les gènes, on les fait soit stimuler, soit on les freine, soit on ne fait rien. S'il ne reconnaît pas l'information, il n'y a rien qui se passe. Alors, je prends ici Gelsémium, donc qui est ici au milieu. En fait, il va stimuler 7 gènes, ça a été publié et démontré, et il va freiner 49 gènes. Leur expression, lorsque le produit passe, est freinée, 49 gènes, et 7 vont être stimulés. Alors, qu'est-ce qui est particulier? C'est que ces 7 gènes en particulier sont des gènes qui codent la fonction de lead shock protein, donc la protéine de défense, ce qui explique l'effet de Gelsémium dans la grippe ou dans des infections. Donc, c'est important. Les 49 gènes sont spécifiques de l'anxiété, donc ils sont freinés, eux. Donc, en fait, vous avez vraiment une coloration entre les deux. Donc, maintenant, comment faire le lien entre l'information qui est dans vos granulés et cet effet qui est présent là? Bien sûr, il faut encore pas mal de recherches à faire, il y a beaucoup de remèdes à faire. Et donc, en fait, j'en reviens aussi aux travaux maintenant je dis son nom là, Baumgartner. Donc, Baumgartner qui travaille depuis 20 ans, enfin depuis 1996, c'est même plus que 20 ans, là, 28 ans, sur les produits homéopathiques à l'université de Berne et à Heidelberg, en Allemagne et Suisse. Et en fait, lui, il se posait la question en 1996, déjà avec le professeur Bastide. Il disait, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là, que ces produits homéopathiques? En 2010, après les travaux qu'il a fait, il a dit, mais c'est peut-être bien quelque chose qui n'est pas un placebo, il y a un effet apparemment clair. Et aujourd'hui, il dit carrément, ce n'est pas un placebo, c'est formel, on ne peut plus le dire parce que c'est faux. On sait aujourd'hui qu'il y a bien quelque chose dedans. Donc, c'est pour ça qu'il met cette question, puisqu'il y a bien quelque chose dedans qui montre des effets systématiques reproduits de manière en quantité invraisemblable et publiés dans des revues tout à fait traditionnelles, conventionnelles sur les plantes, comment est-ce que c'est possible que ça se fasse? Et donc, il posait la même question à laquelle nous essayons de répondre. Est-ce que c'est un phénomène physico-chimique ou biologique? C'est ça les deux. Et ça ne peut être que vrai puisque les résultats sont tout à fait clairs. Alors pour lui, voilà ce qu'il donne comme système. Il dit en fait l'idée de la molécule récepteur, donc la clé qui fait réagir le récepteur, on peut l'abandonner puisqu'on n'a plus la clé. La clé, en tout cas matérielle, la molécule de départ n'y est plus.
on a une information qui est portée par le bicarbonate et ses quantités et la polarisation. Et donc, on est plus dans le modèle de l'onde qui permet d'être entendu grâce à la radio. Donc, nous sommes bien dans le phénomène de l'information. Et il faut qu'elle arrive où? Au niveau des organes sensoriels. Alors, ça peut être transcutané, ça peut être lingual, ça peut être sous-lingual, ça peut être olfactif, peu importe. Mais lorsque vous avez ça, le cerveau réagit et induit tout le processus chimique dans le corps, finalement, qui va finalement faire ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est le système et la complexité. Il a remarqué que, en fait, au niveau des expériences, au plus le système est complexe, au plus la réaction sera importante et systématique. Donc, l'être humain réagit bien mieux que les animaux, en tout cas en études expérimentales. Il montre pour ça cette petite illustration. Vous avez ici l'effet de la diazépine sur une souris qui est stressée par l'expérience. Et vous voyez l'effet de la diazépine. Et ici, vous avez l'effet de gelsénium 9CH. C'est tout à fait identique comme effet, même supérieur. Mais il y a des dilutions qui ne fonctionnent pas. C'est pour ça qu'on parle de 40%. Ne venez pas généraliser le fait que gelsénium 9CH serait mieux. C'est dans ce modèle particulier animal que la 9CH agit mieux. Et ceci a été fait par Belavit, mais Endler s'était reproduit plusieurs fois. Dans l'être humain, c'est la même chose. Mais là, vous avez des effets qui sont bien plus supérieurs. Le calibiche versus placebo utilisé pour l'extubation en soins intensifs par phrase a montré de manière très claire que l'homéopathie agissait de manière formelle. On pouvait extuber plus rapidement et on pouvait sortir des soins intensifs bien plus vite, et c'est plus de 50% de résultats par un traitement qui était calibiche, c'est-à-dire un traitement pas tout à fait personnalisé. On rejoint un peu ce que Parek a dit tout à l'heure. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Le traitement classique, c'est substituer ou bloquer des effets. Vous avez un effet dose-réponse tout à fait classique. Ici, on stimule l'autorégulation. Et donc, ici, la réponse a un degré de liberté qui va dépendre de l'individu quand même. Et c'est au plus le système l'individu, le récepteur est complexe, au mieux ça marche. Mais il y a un degré de liberté. Et je voudrais juste terminer par la clinique. Cette fois-ci, ce sont ici toutes les études placebo versus études remèdes homéopathiques qui ont été publiées dans le monde. Et ceci par Robert Mathick. Moi, j'étais un des assesseurs de ces études-là. Donc, on recevait les études sans les noms d'auteurs. On avait juste les résultats et les résultats mathématiques. Et on devait dire, est-ce qu'on a respecté l'homéopathie, oui ou non? Donc, en fait, est-ce qu'on a respecté les principes de l'homéopathie? Eh bien, lorsque l'on prend les études les plus solides, le B1, c'est tout en dessous, c'est formel, il n'y a pas, c'est vraiment un effet énorme. Il est un peu moins bon si vous prenez l'ensemble des études où on n'a pas nécessairement toujours respecté l'homéopathie, où là, le résultat est moins bon. Et le Lancet était même négatif, si vous vous souvenez, auparavant, mais en fait, là, ils avaient sélectionné des études qui exprès n'utilisaient pas les principes de l'homéopathie. Et au plus on individualise, au plus les résultats sont puissants et particuliers. On a déjà plus d'effets chez l'être humain que dans une cellule en laboratoire, mais lorsque vous individualisez, vous avez des résultats qui sont vraiment époustouflants. Ce qui est difficile à faire en études placebo-contrôle. Donc, ce que je voudrais que vous ayez retenu aujourd'hui simplement, c'est qu'on a bien une clé qui est la pharmacie dynamique. Donc, on fabrique de manière particulière dynamisée. On arrive à un système polarisé. Chaque polarisation est spécifique comme signal de la matière ou des matières du départ, si c'est des complexes comme une plante. Et l'interface va être quoi? C'est en fait l'épigénétique, donc c'est la régulation des gènes qui va être stimulée ou freinée, mais de manière spécifique en fonction de la polarisation du système. Et on sait que les cellules réceptives sensorielles sont capables de réagir à un système polarisé. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et ne pas avoir été trop compliqué, mais je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup, c'était vraiment extraordinaire de l'expliquer aussi clairement. et on est toujours très friand de savoir comment ça se passe quand
les remèdes marchent et on commence à avoir des bribes de réponses au moins pour contrer l'idée qu'il n'y a rien dans les remèdes homéopathiques. Nous, on le sait puisqu'on l'utilise, mais ça fait du bien de savoir. Oui, ce qu'il faudrait mesurer, mais ça, c'est pas encore quelque chose personne n'a fait, il faudrait des compétences très spécifiques pour ça, trouver les professeurs de NIF qui sont prêts à le faire, c'est regarder les neuroleuquines. Donc, les neuroleuquines, c'est lorsque vous avez une stimulation, le cerveau va induire des neuroleuquines qui vont induire des réactions. Et il y a toute une série de neuroleuquines, mais il n'y en a pas des milliers. Il y en a une série de familles et en fait, on pourrait très bien voir si elles montent ou si elles descendent. Alors, le problème pour ça, c'est qu'on les analyse normalement dans le liquide céphalorachidien. Donc, vous voyez déjà la complexité. On n'est pas encore capable de les analyser directement dans le sang, par exemple, parce qu'elles sont en concentration trop faible. Mais je pense qu'un jour, on devra arriver certainement à voir, par exemple, par le PET scan, et ça a déjà été fait, l'activité cérébrale qui se fait lorsque vous donnez un remède particulier. Donc, vous voyez à ce moment-là que vous allez avoir une modification de l'activité cérébrale dans des zones particulières, ce qui veut donc dire que vous allez avoir des sécrétions, on peut conclure comme ça, et ça a déjà été fait, aussi bien d'ailleurs chez des animaux que chez des humains. Les laboratoires Hill, par exemple, pour leurs produits complexes, hein, on peut dire ce qu'on veut sur cela, mais ils ont fait des études de ce type-là qui montrent réellement là, ils sont dans des D2, D3. Hein. Souvent, Hill travaille très fort avec des concentrations, on n'est pas encore dans les hautes dynamisations, il y a toujours une partie de la substance du départ qui est présente, mais on voit réellement une modulation au niveau des électroencéphalogrammes et des PET scans. Donc ça existe, c'est publié déjà pour des produits particuliers, mais pas de manière totale pour tous les produits homéopathiques, ce qui devrait venir un jour, j'espère. Alors, est-ce que quelqu'un a une question particulière? Sinon, je lis au moins les choses dans le chat. Dynamisante présentation. Merci pour toutes ces recherches qui nous soutiennent et qui soutiennent l'homéopathie. Super intéressant, un grand merci. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une question? Oui. Fabrice. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation vraiment passionnante. Ça a soulevé pour moi plusieurs questions. Vous faites l'hypothèse de l'implication du bicarbonate finalement comme étant le support du message homéopathique. Est-ce qu'il y a une différence finalement entre le fait que la dilution soit faite sur un support alcoolique ou sur un support aqueux? Et est-ce que ça joue un rôle aussi dans le support de l'effet? Et puis il y avait une deuxième question, c'était, il y a un papier il y a quelques années qui montrait que finalement l'impact de l'homéopathie pouvait différer selon que la dilution était faite dans un tube en verre, donc en silice, ou dans un tube en plastique. Et donc, ce qui pose la question aussi du rôle du support dans lequel la dynamisation est faite et quel impact ça peut avoir sur les résultats que vous montrez. Oui, vous avez raison, c'est des questions qu'on se pose également. Alors, je vous ai dit que notre technique au départ était de l'eau pure parce que la NTA n'aime pas l'alcool, parce qu'il y a des joints qui disparaître, donc on n'en doit pas. Mais de fait, c'est pour ça qu'on va faire le Raman. Le Raman permet d'analyser les substances hydroalcooliques et c'est en cours. Donc, ça permet d'avoir la même chose dans des solutions hydroalcooliques. Alors, jusqu'à présent, nous pensons plutôt que l'alcool est un élément qui va nous cacher une partie de l'information et qu'il faut dynamiser pour que l'alcool s'aligne sur l'eau et que donc l'eau est quand même l'élément essentiel. Ça, c'est hypothétique que je vous dis, mais ça nous paraît ressortir déjà maintenant des premiers résultats que nous avons dans les solutions hydroalcooliques. Au plus vous avez d'alcool, au moins bien vous voyez l'image. Je ne veux pas dire que l'information n'y est plus, hein, mais en fait, vous la voyez moins. L'alcool a d'ailleurs été utilisé pour conserver. C'était ça le but, et d'ailleurs légalement, c'est aussi pour ça. Vous devez garder en dilutèque de l'ordre de 70% pour que la substance ne soit pas contaminée par des microbes ou autres lorsque vous ouvrez et fermez, et vous ne pouvez pas délivrer plus de 30%. Ça, c'est le principe de la non-toxicité. Bien sûr, et on imprègne avec une substance d'habitude 70% les granulés, mais c'est redilué dans le lactose évidemment. Et donc l'alcool il est là, et donc vous avez vu qu'en analyse électrophotonique, alcool présent, ça nous donne
toujours des informations spécifiques. Donc l'alcool reste la question et apparemment il ne perturbe pas le phénomène. De toute façon, la formation de bicarbonate n'est pas possible avec l'alcool. Il faut vraiment que c'est une réaction de l'air ambiant avec l'eau. Et donc, en fait, il faut vraiment cet élément-là. Et il faut des impuretés. Ici, c'est le sodium qui sort du verre. Et j'arrive à votre deuxième question. On analyse avec le flacon de polyéthylène. Donc, nous le faisons aussi. Pour l'instant, nous sommes occupés à faire l'éthanol en polyéthylène et voir ce que ça donne. Eh bien, en fait, on ne trouve plus la matérialité. Alors, est-ce que ça fait disparaître l'information? C'est la bonne question à laquelle je n'ai pas encore de réponse, mais j'ai peur que ce sera en grosse partie, oui, ça pourrait la faire perdre. Donc, je pense qu'il vaut mieux travailler avec du verre à l'ancienne, comme Hahnemann faisait. D'ailleurs, la majorité des laboratoires, c'est ce qu'ils font. Alors, certains utilisent du verre blanc, d'autres du verre brun. En fait, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que le sodium, c'est la même chose. Ce qui reste, c'est des petits oligo-éléments qui sont des colorants, mais qu'on ne voit pas apparaître quand on sort. Donc, c'est pas une chose importante. Et donc, je pense que c'est deux très bonnes questions à laquelle nous espérons répondre d'ici maximum 2 ans. Donc, savoir l'importance du polyéthylène par rapport à l'eau dans des verres. Nous pensons que le verre est nécessaire pour donner l'information solide aujourd'hui. Mais je vous dirais là, je ne conclus pas. C'est une très bonne question. Oui. Michel, on nous demande si on a vu des remèdes minéraux, des végétaux. Est-ce que vous avez fait sur des animaux, des remèdes de source animale? Mais on est occupé, vous avez vu Pyrogénium passer, donc pourquoi est-ce qu'on a pris ces remèdes-là? C'est parce qu'il y a une pharmacopée et que donc on prend des remèdes pour lesquels la fabrication est contrôlée. Alors je sais que surtout nos amis vétérinaires nous disent que depuis que la France a imposé le chauffage des produits animaux, donc entre autres le Pyrogénium, il y a un problème d'efficacité. C'est en tout cas ce que les vétérinaires nous disent beaucoup. Ils l'utilisent beaucoup plus que nous en médecine humaine. Le Pyrogénium est quand même un remède à utiliser dans des cas comme ceux que nous a présenté le professeur Parek. Donc c'est plutôt plus rare en médecine homéopathique de tous les jours. Donc on a un petit peu moins d'expérience, mais c'était la question. Alors pour répondre à cette question, nous venons de terminer la série non dynamisée et dynamisée de Pyrogénium, fabrication pharmacopée, donc chauffée, et nous ne voyons pas de différence, ce qui est très inquiétant. Alors nous venons de fabriquer la souche classique à hahnemannienne, c'est-à-dire non chauffée, simplement filtrée et désinfectée à l'alcool. Et donc nous allons vous dire ça dans quelques mois. Nous vous dirons si de fait il y a quelque chose qui change. Et donc, en fait, les nosotes et tout ça, maintenant, on pose des questions. Nous disons que si on montre la différence, il ne faut pas reprocher ça au laboratoire, c'est légal. Mais si nous montrons que, de fait, on détruit l'information par le chauffage, nous devons obtenir que politiquement, les règles changent et que l'on supprime cette idée de chauffage qui vient de votre affaire du sang contaminé en France. C'est de là que c'est parti et ils ont généralisé ça de l'homéopathie. Et bon, je peux comprendre que si on généralise tout, mais on met tous les produits dans le même sac. En homéopathie, c'est vraiment apparemment, ça pourrait être un problème. Je ne le tranche pas aujourd'hui, mais ça pourrait quand même être un problème. Donc, je n'ai pas encore de réponse. Je n'ai pas publié Pyrogénium, puisqu'on vient seulement de le terminer. Mais ce que je vois, moi, c'est que je ne vois plus la différence que je vois toujours entre dynamisé et non dynamisé dans le Pyrogénium souche pharmacopée. Ça me dérange très fort, ça me dérange tout le monde, mais bon, voilà, il faut vivre avec pour l'instant et j'espère pouvoir voir autre chose lorsqu'on aura notre souche fabriquée nous-mêmes. On va jusque-là, on va jusqu'à fabriquer des souches, ça ne sent pas bon quand on fabrique du Pyrogénium, je vous le dis tout de suite. C'est de la viande pourrie, donc, et on prend le jus. Okay. Il y avait juste une question, Fabrice, je peux la remettre, mais je pense qu'après, on va passer à la suite. Tu veux la poser? Merci. C'est la suite de la question précédente. En fait, si le verre est vraiment important pour obtenir un effet, finalement, l'effet qu'on observe, dans quelle mesure il est attribuable plutôt à la silice qui est détachée du support ou à la molécule elle-même qui est mise dedans, en fait.
La silice se détache très peu. Pourquoi? Parce que la silice est très solide dans le verre. Elle est une structure qui n'est pas soluble. Tandis que le sodium est beaucoup plus libre, donc il peut se libérer plus facilement. Ce qui explique que vous avez 12 fois plus de sodium que de silice. Donc l'idée de l'hypothèse des silicates, nous ne la retenons pas, parce qu'en fait, on a des petites quantités de silice peu importantes, et donc ce n'est pas ça la vraie idée. Il est vrai que dans silicea, on a un peu plus de silice qui reste. Donc, visiblement, le fait qu'il y ait eu de la silice au départ dans la souche semble attirer, décrocher plus de silice dans ces solutions-là. Enfin, c'est pas semble, c'est démontré, qui peut donner des images différentes. Mais donc, ça, c'est la complexité. Maintenant, l'information c'est un support qui est légèrement modifié et c'est pas pour autant que le support change, mais l'information est quand même présente. Silice est toujours là, mais en quantité faible. Il n'y a que dans Silicea qu'on le voit un petit peu plus haut, jusqu'à présent, dans les produits qu'on a analysés. Donc le verre est pour nous important, mais l'information vient de l'information du dipôle qui se forme dès le premier contact avec la substance de départ. Et donc voilà, je pense que c'est là qu'on crée l'information qui va se maintenir tout le long. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant, c'est qu'on ne perd pas de la matière au cours du temps, on garde l'information tout le long, jusque 30 CH, on n'a pas été plus haut. Mais bon. C'est déjà ça. Ouais, c'est déjà ça. Ok, bah, 1000 fois merci, vraiment c'était super intéressant. On va essayer de suivre de près vos travaux parce que ça nous aide beaucoup et intérieurement pour se rassurer sur notre manière de percevoir les effets de l'homéopathie et puis pour essayer de nous défendre contre tous ceux qui disent qu'il n'y a rien dans nos remèdes. Voilà. Merci infiniment. Merci, Michel. Merci beaucoup, Michel. C'était passionnant. Juste avant de conclure et de passer au cinéma, il y avait quelque chose, Fabrice, ou tu as oublié la main? Oui. C'est le signe pour féliciter. Super. Donc, juste avant de passer au cinéma et donc de conclure, ça nous tenait à cœur de rendre un hommage à quelqu'un qui nous a quittés récemment et qu'on voudrait rappeler à notre mémoire. C'est Philippe qui va nous parler de Jacques Rey en quelques mots pour lui rendre hommage. Est-ce que c'est... Est-ce que vous me voyez? Non, peut-être, mais en même temps, j'ai partagé sa photo et à mon avis, ça a dû... je dois quitter ça pour... Tu veux partager quelque chose, c'est ça? Je peux parler?